Adichatz, soy Guillaume Graciolet, escutatz After Hate, un podcast ludiare consacrat all'istorio. Uei han cabussat di Languedoc e Occitanie del segle XIII. Almenut, una cruzada, una guerra meridionale fratricidi, des heretges, des cavaliers, des troubadours, des herois, des traïdors et des tous que connaissez segurament. Raymond VI, Roger de Trencabel, Simon de Montfort, l'Abesque Foulquier ou encore Pere d'Aragon. En segur parla d'aquel événement conegut amb el nom de cruzade contre los albigeses, que du regne de Raymond VI a Toulouse, tal un ouragan tropical s'espandiguet sur l'Occitanie médiévale. Es la visite de l'exposition Catars Toulouse din la Cruzade al dintre del Museu Sant Raimon et al Cuben des Jacobis de Toulouse que nous abayat en bedge de causi aquel subjecte, perquè l'exposition gaudis d'un immenso capital popular, mas també de controversios prove qu'aquella sèrie d'eveniments historiques frequenta tot junt l'imaginari occità. Per vous permettre de fargar la vostra opinió sur la cruzada avec convocat dins aquel podcast dus punts de vistos. L'u de Laure Bartet, archéologue, conservatrice del Museu Sant Raimon et architecte de l'exposition. Et l'u de Renaud Savy, historia medievaliste. Dans la première partie de En Francès, anan ensaggia amb Laure Bartet et de comprendre les origines et les conséquences d'aquel nus historique, politique et religieux. Dans la seconde partie del podcast, en occità, prendrem des reculades sur l'exposition et ensaggiarem amb Renaud Savy et de comprendre l'impact de la cruzade et de l'hérégie au Qatar sur la culture occitane d'Uei. Començant donc amb Laure Bartet, la commissaire de l'exposition, que és també l'Anna Zauzi, una passionnada grande del subjecte. Per començar, li he demandat ce que, segons elle, constitució el cor d'aquella sèrie d'eveniments històrics, la cruzade ou l'hérégie. Ah, c'est absolument les deux. C'est vraiment les deux, et je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire comprendre en fait à nos visiteurs. Encore une fois, modestement, j'espère qu'on va réussir. C'est que pendant longtemps, les historiens du 19e sont d'abord intéressés à la croisade, après à la question doctrinale. Ensuite, il y a eu un renversement. On a parlé quasiment que de la doctrine et un peu moins de la croisade. Et en fait, ce que les études montrent aujourd'hui, c'est que c'est à la fois en fait un événement qui repose sur des racines politiques, évidemment sur une problématique religieuse. Mais c'est intimement lié. C'est d'abord et surtout pour des raisons politiques qu'on a déclenché une croisade dans le Midi médiéval. Et alors cette croisade, pourquoi le pape la lance-t-il ? C'est la première, je pense, la seule croisade en terre chrétienne. Ce sont des chrétiens contre des chrétiens. C'est pas ça normalement le concept d'une croisade. Vous avez absolument raison. En fait, c'est l'application juridique en fait du concept de croisade dans un contexte chrétien. Alors, je vous la fais courte, mais on prend un peu de temps pour expliquer ça, évidemment, aux Jacobins au musée Saint-Raymond. Ce qu'on explique au musée Saint-Raymond, c'est que pour raconter cette histoire qui se situe au XIIIe siècle, il faut remonter au XIIe, voire au XIe siècle. Et notamment aux conflits intestins en fait, qui déchirent les grands seigneurs méridionaux et qui vont mutuellement s'accuser d'hérésie pour des raisons politiques, pour affaiblir ses rivaux. Je vous donne un exemple. Le duc d'Aquitaine, qui est aussi roi d'Angleterre, qui a des vues en fait, sur Toulouse, va se débrouiller pour que des évêques réunis en concile désignent Toulouse comme terre infestée d'hérésie. Que fait le comte de Toulouse Raymond V qui dit « Ouais, il y en a un peu chez moi, mais finalement, c'est pas moi, regardez, c'est Trincavel, en fait. C'est mon rival de toujours. Chez lui, il y a des hérétiques partout. » Etc., etc. Et alors, le pape, dans tout ça, en fait, ça fait depuis le XIe siècle que les papes successifs tentent de réformer l'Église et d'en faire une institution presque autonome. Ça veut dire, d'une part, uniformiser le culte, les 7 sacrements, etc. On le sait pas trop, mais en fait, ça, c'est des choses qui se mettent en place en fait réellement au XIIIe siècle. Les choses sont un peu plus plastiques avant. Il cherche aussi à réformer les mœurs du clergé et puis surtout à dresser une ligne extrêmement nette entre le monde profane, le monde laïque et le monde religieux. En gros, ça veut dire quoi ? Que tous ceux qui se piquaient un peu de religion mais qui n'étaient pas dans le cadre officiel vont être rejetés et combattus. Et c'est là que l'accusation d'hérésie intervient. Ça fait un siècle que le pape et ses légats luttent contre les grands seigneurs méridionaux et notamment les comtes raymondins pour la domination de la Provence.
en gros, que la question de la dissidence, elle est réelle. Il y a des mouvements contestataires un peu partout en Occident arrivent. Ah bah c'est génial. Du coup, pour éliminer les adversaires politiques, on prend appui sur le prétexte d'hérésie, qui repose évidemment sur des mouvements réels, et on déclenche une croisade en terre chrétienne. Voilà. C'est vraiment, on ne peut pas comprendre cette affaire si on ne l'aborde que par l'aspect religieux. Donc le roi de France, la royauté, c'est elle la grande gagnante de cette croisade ? Alors c'est un des grands gagnants, indubitablement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au tout départ, le roi de France, en fait, il fait un peu la sourde oreille. Le roi de France, au début des événements qui nous préoccupent, c'est Philippe Auguste, c'est le cousin d'ailleurs du comte de Toulouse. Et Philippe Auguste, en fait, il n'est pas très chaud à l'idée que le pape Innocent III déclenche une croisade chez lui, parce que ça veut dire que il réalise le programme politique du pape. Et le programme politique du pape, c'est de devenir le roi des rois, en gros. C'est de s'imposer aux seigneurs féodaux et de faire ce qu'ils veulent chez eux, au prétexte que les affaires religieuses, c'est l'affaire du pape. Et donc Philippe Auguste fait un peu la sourde oreille, et c'est pour ça que Raymond VI, en fait, de Toulouse, ne va pas avoir le soutien de son suzerain, et qu'il va se tourner en 1213 vers le roi d'Aragon. Parce que là, le roi d'Aragon, lui, il a un intérêt politique à récupérer le Midi. Donc voilà, vous voyez, tout est vraiment lié aussi à... Alors ce qui se passe, c'est que ce sont les successeurs de Philippe Auguste qui vont récupérer les droits, en fait, des Montfort, les droits acquis dans le Midi, et Louis VIII, puis le jeune Louis IX, qui va devenir Saint-Louis plus tard, eux, ils se disent que finalement, s'ils arrivent à aller au bout de la croisade, ils vont agrandir leur domaine personnel jusqu'à la Méditerranée. Et en fait, c'est la puissance capétienne qui va finalement entrer dans la danse à titre personnel dans les années 1220. C'est ça qui va renverser le sort de la croisade et aboutir à la capitulation des comtes de Toulouse. Alors nous sommes donc à Toulouse, au XIIIe siècle. Et qu'est-ce que c'est Toulouse à l'époque ? C'est un pays, c'est la capitale d'un pays, d'une fédération Comment peut-on qualifier Toulouse et les Toulousains à cette époque ? Alors c'est une très belle question parce que précisément elle n'avait pas vraiment été abordée dans l'historiographie quand on parlait de la croisade. Donc cette expo, c'était l'occasion de parler de ça. Alors nous, quand on dit Toulouse dans la croisade, c'est à la fois le comté, donc un territoire très vaste, de la Garonne jusqu'à la Provence. C'est une ville, Toulouse, et ce sont des comtes qui ont été frappés évidemment politiquement par la croisade. Alors le comté déjà de Toulouse, il est bicéphale. D'origine, depuis le XIIe siècle, il y a à la fois des terres en Provence et à la fois des terres garonnaises. Et ces terres provençales vont finalement être arrachées au comté pour à la suite de la croisade en fait. La ville au XIIIe, c'est une ville double, comme Narbonne, comme Montpellier, c'est-à-dire qu'on a une ville ancienne, la cité, qui est dans les 90 hectares de l'enceinte romaine, et on a le bourg qui a poussé au nord autour de l'abbaye Saint-Cernin. Et donc au début du XIIIe siècle, on a des représentants de ces deux parties de la ville, les consuls, qu'on appellera plus tard les capitouls, vont s'associer et arracher aux comtes successifs des libertés, des franchises pour administrer la ville. Et c'est eux d'ailleurs qui vont avoir un rôle très important dans la gestion des combats et des négociations avec les croisés pendant les événements. Mais d'ailleurs, il y a une publicité dans le métro qui dit voilà, savez-vous que la station Saint-Cyprien aurait pu s'appeler Nouvelle-Toulouse ? Alors ça, c'est un épisode génial. On est dans le second siège de Toulouse, en 1217-1218, et Simon de Montfort, en fait, qui s'est fait ravir la ville par Raymond VI, qui a réussi à rentrer dans sa ville et à soulever les Toulousains, de guerre lasse, se dit, c'est la conso d'ailleurs qui nous rapporte cet épisode, puisque c'est comme ça, je vais assécher cette Toulouse comme une pomme pourrie, je vais créer la nouvelle Toulouse à Saint-Cyprien, et j'en ferai une ville tellement extraordinaire quelque part que la vieille périra, et c'est comme ça que je gagnerai. Bon, on connaît la suite, Simon de Montfort n'a pas trop eu le temps de réaliser son projet, mais voilà, ça aurait pu s'appeler Nouvelle Toulouse si Simon de Montfort, et heureusement pour nous, il n'a pas réussi, avait réussi son projet. Mais alors j'ai envie de vous demander, mais pourquoi tant de haine ? Pourquoi tant de haine pour Toulouse et de la part des Toulousains contre ce Montfort Oh, vous savez, alors je vais vous raconter une anecdote avant de vous répondre. Moi, mon adresse mail perso pendant toutes mes études, ça a été Montfort est mort. Donc je fais partie de ces passionnés de la croisade qui... Alors, après, là c'est la réponse en tant qu'occitane passionnée, et puis je vais vous répondre en tant que scientifique. Notre rôle, c'est pas de poser un jugement sur un personnage qui, au demeurant, était sans doute beaucoup plus nuancé et complexe que ce qu'on en fait. C'est comme Bernard Guy, et voilà. Et c'est comme le comte de Toulouse Raymond VI qu'on a dit seigneur mou, seigneur nul. En fait, c'est tout sauf un mou et un nul. Mais bref. Pourquoi cette haine ? Eh bien parce que Montfort, en fait, a toujours eu pour objectif de conquérir Toulouse.
Toulouse, et à plusieurs reprises, les Toulousains lui ont prêté allégeance et se sont retournés contre lui. Donc en seigneur supérieur, en fait, il voit des traîtres et des parjures en fait, dans les Toulousains. Et Montfort n'a pas eu forcément la réaction tactique la plus appropriée. Au lieu de faire preuve de mansuétude et peut-être d'intelligence managériale, on dirait aujourd'hui, il a écrasé les Toulousains, en fait. Il a pris des otages, il a détruit des maisons, saisi les armes. Et donc, il a acculé les Toulousains qui n'ont eu d'autre recours que la violence, l'émeute et finalement soutenir les seigneurs légitimes. Donc je dirais que les deux parties l'ont joué dur, et donc c'est pour ça qu'il y avait vraiment une haine irréconciliable entre les deux camps. Mais est-ce que la chrétienté était en danger à Toulouse avant l'arrivée des croisés? Est-ce qu'il y avait vraiment un schisme, quelque chose de visible à l'époque? Alors voilà, ça aussi c'est une question passionnante, et là on touche au cœur du débat actuel sur la question de l'hérésie. Là où il y a quand même un consensus, c'est que ces communautés dissidentes ne représentent pas l'ensemble de la population. Ça reste marginal en termes de pourcentage. Et alors le débat porte sur la notion même de religion. Peut-on parler de religion cathare? Le terme lui-même, on sait qu'il est inapproprié, ça tout le monde est d'accord. Par contre, certains disent qu'on peut l'utiliser parce qu'après tout, il est bien commode pour désigner les dissidents. D'autres disent non, surtout pas, parce que si vous l'utilisez, vous faites comme les polémistes catholiques du XIIe, XIIIe, vous plaquez sur ces gens une réalité, une prétendue doctrine qui n'était pas la leur. Donc pour certains, on a affaire à des hérétiques constituant une véritable église, avec des évêques, des diacres, un vrai clergé, concurrent du clergé catholique, et donc une vraie menace, avec même des croyances très particulières, une forme de dualisme, on croit à deux principes créateurs, le bien et le mal. Sauf que ça, en fait, ces descriptions-là, elles émanent essentiellement du camp catholique. Donc, est-ce qu'on peut vraiment croire des polémistes catholiques qui, en plus, sont allés copier mot à mot Saint-Augustin, donc du 5e siècle, pour décrire des hérétiques? Et d'autres historiens disent, il y a bien eu des communautés dissidentes, mais elles n'avaient pas pour projet de renverser la société. C'était des chrétiens bien intégrés dans la société, qui, comme plein de personnes qui, au XIe, XIIe, XIIIe, étaient parcourues par les idéaux réformateurs de l'Église, ont voulu revenir à une forme de christianisme pur des origines, sans pour autant avoir de projet de contre-Église. Voilà. Ce que je peux vous dire, moi, d'un point de vue archéologique, et c'est ce qu'on montre dans l'expo, c'est que ces hérétiques, archéologiquement, ils ne se voient pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dissidence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hérésie. Attention, je ne dis pas ça. Ça veut dire qu'archéologiquement, ils ne sont pas présents. Et que quand le pape vous dit « Toulouse est infestée par l'hérésie, il faut que je remplace tout ce clergé inactif et que il faut prendre la ville et la donner à des seigneurs bons catholiques », nous, ce qu'on montre dans l'expo, c'est que d'un point de vue de l'archéologie funéraire, eh bien, la population, a priori, elle continue de fréquenter les cimetières paroissiaux. Les rites funéraires ne changent pas, c'est exactement la même chose. Et tous les édifices religieux de Toulouse sont en agrandissement, en embellissement, voire en construction, juste avant la croisade. Donc ça veut dire qu'en fait, la vie quotidienne des chrétiens de Toulouse, c'est business as usual, en fait, comme on dit en occitan. On voit pas, on les voit pas, ces hérétiques. Et ils sont là, moi je vous dis pas le contraire, par contre, ils ne renversent pas le quotidien ni la société toulousaine. Donc il faut se méfier des accusations qui dépeignent un portrait très noir, pour des raisons politiques, de la réalité du terrain. Alors, ils ne se voient pas, mais est-ce que nous on ne les voit pas donc à travers les traces archéologiques, mais est-ce que les Toulousains de l'époque les voyaient, les fréquentaient? Est-ce qu'on peut le savoir, ça? Oui, alors c'est tout le problème, en fait. On le sait par des sources, mais la plupart de ces sources émanent en fait des contradicteurs et des gens qui les ont combattus. Donc c'est tout l'enjeu du débat actuel. Pourquoi est-ce que telle information serait bonne et l'autre serait pas bonne? Bon, il faut se méfier de tout. Mais l'exposition dit bien qu'il y a vraisemblablement des communautés qu'on pourrait peut-être appeler bons hommes et bonnes femmes, qui sont présentes dans les villes, les bourgs d'Occitanie, et c'est ces personnes-là qui ont été persécutées, et bien entendu les gens qui les ont protégées. Voilà. C'est la question vraiment doctrinale et le projet religieux et politique de ces gens qui fait débat. En tout cas, pour moi, c'est pas leur existence. Ça, pour moi, il n'y a pas de débat. D'accord. Et est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le protestantisme? Voilà. Est-ce que ce qu'on appelle aujourd'hui le catharisme est un essai, on va dire un premier jet peut-être de ce qu'on a appelé plus tard le protestantisme? Alors là aussi, c'est une question épineuse et particulièrement intéressante. Les premiers historiens à avoir vraiment travaillé sur la question doctrinale au XIXe siècle, ce sont tous des théologiens protestants. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, ils ont une éducation qui leur permet de travailler sur ces questions, mais aussi parce qu'il y avait la volonté quand même de trouver des origines très anciennes au protestantisme. Ça permettait de le légitimer. La réponse que je vous fais en toute prudence, elle est à deux niveaux. Déjà, comme je vous l'ai dit, la notion de catharisme, en fait, elle est remise en question. C'est-à-dire que ces gens-là, évidemment, pour moi, évidemment, et pas que pour moi, ont existé, mais de là à parler de religion cathare, c'est un autre projet, ça, c'est autre chose, et c'est ça qui est débattu.
Donc de là, aller parler d'un catharisme déjà qui fait débat, pas les gens, pas le fait que c'était des chrétiens rigoristes, mais la notion même de religion cathare avec le protestantisme, déjà c'est délicat. Et ensuite, peut-être qu'il faut renverser la question. C'est plutôt là encore les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Les critiques qui ont été opposées à l'Église catholique au XIe, XIIe et XIIIe par plusieurs mouvements dissidents, dont les nôtres, sont un petit peu aussi certaines critiques qui ont été formulées lors de la Réforme, à l'époque moderne, donc qui a donné le protestantisme. Donc, en tout cas, scientifiquement, il n'y a pas de lien direct. Il y a l'épreuve du temps, c'est pas la même chose. Mais que les deux, comment dirais-je, que toutes ces croyances, que toutes ces personnes se soient appuyées peut-être aussi sur les mêmes textes et sur les mêmes critiques pour développer leur schéma de pensée, peut-être. Mais c'est une question délicate, parce que là, en plus, on n'est plus dans le domaine de la science, on est dans le domaine de la croyance. Et là, je ne suis pas compétente pour vous répondre. Bon, en tout cas, moi, ce que j'en retiens, c'est que l'Église devait quand même être contestée, pas seulement à Toulouse, Exactement. Pas seulement en Occitanie. Ah, exactement. Et c'est ce qu'on explique dans tout le premier sas aux Jacobins, c'est de montrer à nos visiteurs que la question de l'hérésie, elle n'est ni occitane ni médiévale, en fait. C'est aussi vieux que le christianisme. À partir du moment où certains décident que le dogme officiel, c'est ça, vous allez rejeter aux marges de l'hérésie tous ceux qui ne pensent pas tout à fait comme vous. Donc en fait, entre le XIe et le XIIIe siècle, ces mouvements dissidents, en fait, ils vont parcourir toute l'Europe. Parfois, c'est juste un hérésiarque et 15 mecs qui le suivent. Parfois, c'est un peu plus structuré. Et là aussi, c'est un point du débat. Est-ce qu'on peut prendre des hérétiques en Italie, en Allemagne et chez nous et dire que tout ça, qui s'appelle l'oriocatharisme, alors que les sources ne se recoupent que finalement assez partiellement, ou est-ce que plutôt il faut considérer que chaque mouvement, il faut le prendre un peu à part entière et ne pas en faire un grand système religieux, une véritable contre-église. Voilà, ça c'est un des débats aussi actuels. Voilà. Et c'est là où on sent que c'est un sujet très sensible, puisque encore aujourd'hui, on pourrait débattre. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on voit apparaître quelques débats de niche par-ci par-là suite à cette exposition. Moi, ça m'amène une question. Votre travail d'archéologue. Est-ce qu'on peut mesurer l'opinion publique du Moyen-Âge ? Est-ce qu'on peut savoir si l'hérésie était une préoccupation ? Est-ce qu'au bistrot, en 1240, on parlait des hérétiques, du roi de France, du pape, tout ça ? C'est toute la question de l'histoire des mentalités. On court après, tant les historiens que les archéologues, on aimerait bien exactement savoir ce que pensaient les anciens, quelle que soit la période. Ça nous échappe et il faut toujours se méfier de ne pas projeter en fait, des conceptions contemporaines sur une civilisation qui n'est pas la nôtre. Le Moyen-Âge, c'est une civilisation qui n'est pas la nôtre. Donc je me garderais bien de vous dire ce que pensaient ces gens. Par contre, ce que laisse voir un certain nombre de sources, alors encore une fois, polémique, compliqué à interpréter, c'est que par définition, quand même, la croisade a eu lieu, ça a bouleversé tout le Midi, il y a quand même eu des gens qui ont été brûlés, il y a des gens qui ont eu leur maison détruite. Bien sûr que ça devait être une question qui agitait tout le monde, mais pas forcément la question doctrinale. Ce qui a dû préoccuper une immense majorité de la population, c'est la peur de la croisade, et puis plus tard la peur de l'Inquisition. Qu'au bistrot, comme vous dites, on débatte des points doctrinaux, c'était quand même réservé à une élite évidemment intellectuelle. Et d'ailleurs, il semblerait qu'une grande majorité des personnes accusées d'hérésie dans le Midi soient plutôt issues des classes sociales supérieures. Hein, c'est pas un grand mouvement populaire comme on a voulu l'expliquer au XIXe siècle. C'est un peu plus nuancé que ça. Alors ça aussi, le 19e siècle, dans cette histoire du catharisme de la croisade, a eu un rôle qui a tout bouleversé. Peut-être je vais dire une bêtise, mais j'ai l'impression qu'on a inventé un peu cette religion occitane et tout dans le 19e siècle. On a inventé beaucoup de choses d'ailleurs. Vous ne dites pas une bêtise, hein, je pense que c'est exactement ça, il faut avoir le courage de le dire. Il y a une part d'invention dans cette histoire, mais comme dans toutes les régions et dans toute l'histoire de France, c'est le roman national et le roman régional, enfin il y a à prendre et à laisser. Mais le 19e a aussi livré, malgré tous les défauts qu'on peut trouver maintenant, les premiers écrits, les premiers éléments de recherche, et donc je me garderais bien là aussi de porter un jugement sévère sur nos prédécesseurs. Heureusement qu'ils étaient là, et même dans leurs excès, ils ont permis de faire avancer le schmilblick.
il ne faut pas oublier que tous les historiens seront jugés par leurs successeurs et que nous aussi aujourd'hui. Donc, mais c'est là que naissent effectivement, on va citer Napoléon Peyrat évidemment, c'est là que naissent les grands mythes, les souterrains à Montségur, bon courage pour aller creuser dans le calcaire karstique, mais bon peu importe, Esclarmonde 2 fois, la Jeanne d'Arc occitane, etc. etc. Donc il y a quand même des choses qu'il faut encore déconstruire aujourd'hui, qui sont dues au 19e. Mais bon, c'est aussi un siècle extraordinaire pour la recherche. L'histoire est une science vivante. Exactement. Est-ce que la croisade représente quand même un événement extraordinaire pour l'époque? Parce que, bercé de culture populaire, de films de KPDP, on a l'impression que le Moyen-Âge, c'est la guerre tout le temps. Je pense qu'on peut le dire vraiment, et je vous dis pas ça par pur chauvinisme occitano-toulousain. Ça reste un élément extraordinaire pour tous les éléments qu'on a vus précédemment. Ça reste une croisade déclenchée en terre chrétienne, et elle a complètement bouleversé cette croisade, l'ordre féodo-vassalique du Midi. Par contre, voilà, il faut prendre un peu de recul. Ça reste un événement très court à l'échelle de l'humanité, même à l'échelle du Royaume de France. Et au fin fond de la Moselle, on n'a pas forcément entendu parler de la croisade contre les Albigeois. Donc c'est une étape très très importante dans notre histoire locale, à l'échelle du Royaume de France et donc un peu de l'Europe aussi. Mais évidemment, c'est pas la Seconde Guerre mondiale, il faut raison garder. Alors finalement, cette croisade, est-ce qu'elle ressemble à une guerre contemporaine, avec 2 camps bien définis? J'ai envie de vous dire, comme on disait en Algérie à l'époque de la guerre, qui tue qui? La guerre médiévale, elle est bien étudiée maintenant. Bon, on est à rebours, là, il faut vraiment laisser les clichés du cinéma au placard. Déjà, c'est une guerre saisonnière, la croisade, elle dure 20 ans, mais les événements militaires, en fait, on combat plutôt au printemps, ça se ralentit un peu en hiver, et dès que les troupes fraîches arrivent, on continue. C'est aussi beaucoup une guerre de siège. Les grandes batailles en champ ouvert, en fait, c'est très, très, très rare dans le monde médiéval. Nous, on a la bataille de Muret, par exemple, qui, pour le coup, est un très bel exemple, mais ça, c'est très rare dans l'univers médiéval. Il y a aussi une question épineuse qui est celle des Occitans qui ont servi dans les rangs de la croisade. Parce qu'il y en a. On connaît des seigneurs, des familles occitanes qui ont servi dans le rang croisé et qui ont même hérité de terres prises sur les chevaliers Feydits, donc ces Occitans dépossédés à l'issue de la croisade. Donc c'est pas tout blanc, tout noir. L'énorme différence, c'est que d'un côté, on a des seigneurs méridionaux assez désunis par un siècle et demi de lutte intestine, qui n'arrivent pas à opposer un front uni. Vous savez, le comte de Toulouse détourne la croisade pour aller vers Trincavel, etc., etc. Donc au début, on essaie de régler ses comptes aussi entre rivaux. Alors qu'en face, on a un pacte extrêmement soudé. Surtout après la prise de Carcassonne, où le fameux Simon de Montfort est élu à la tête de la croisade. Ces lieutenants sont tous des amis d'enfance. C'est ce qu'on explique au musée Saint-Raymond. Vous prenez Bouchard de Marly, Pierre de Voisin, Guy de Lévis. Ils ont tous grandi à 20 km les uns des autres. Ils ont tous grandi biberonnés à l'idéologie cistercienne. Donc on a un meneur d'hommes, comme on dirait aujourd'hui, qui a des lieutenants qui lui sont fidèles, personnellement fidèles. Et c'est aussi pour ça, au-delà d'une forme de génie militaire quand même, c'est aussi pour ça que la croisade a eu tant de succès militaires au début. Donc ça reste une guerre médiévale, mais voilà, avec un contexte très particulier. Alors, c'est vrai que c'est très dur à comprendre. Honnêtement, la géopolitique de l'époque, parce que par exemple, il y a une question que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure, mais c'est qui répond, vous y avez un peu répondu là, mais qui répond à l'appel de la croisade? Alors cette croisade, elle est prêchée par le pape, mais elle est prêchée aussi par l'ordre cistercien qui est extrêmement proactif. Donc elle va toucher des gens très divers. Alors elle touche des grands seigneurs du Nord, comme on dirait, comte de Saint-Paul, donc l'île de France, et des étrangers. Dans l'expo, on prend un exemple qui est Hugues de Lacy, qui est un descendant des compagnons de Guillaume le Conquérant, en fait, donc de Lacy dans le Calvados, mais qui était positionné en fait en Irlande et en Écosse. Et il est sensible au message des cisterciens, et donc il va venir en Occitanie faire sa croisade. Il va même être possessionné par Simon de Montfort dans le Midi, mais il va préférer retourner en Irlande. Donc on le sait, les sources nous parlent de Brabançon, d'Allemands, enfin c'est une véritable croisade. Donc c'est quand même pratique, vous n'avez pas besoin d'aller en Terre Sainte, vous faites vos 40 jours, et rémission des péchés, vous avez l'âme toute propre, et vous repartez chez vous. Donc cette croisade a attiré des profils qui ne sont pas que des profils franciliens contre les méridionaux. Oui, parce que dans le préjugé, si on survole un peu l'histoire, on pourrait penser que c'est une guerre Paris-Toulouse.
Il y a eu un peu de ça à un moment donné, hein, parce qu'à la fin, c'est quand même le représentant du roi qui obtient la capitulation des Raymondins, mais ce n'est pas que ça, ce n'est vraiment pas que ça. Et comme je vous le disais au début, Paris, le roi de France, il n'est pas présent dans le conflit, c'est plutôt Rome. C'est plutôt Rome contre Toulouse, en fait, c'est ça qui se joue. Et ce Simon de Montfort, alors d'où il sort? Alors c'est un personnage tout aussi fascinant qu'effrayant, hein, d'un point de vue de la pop culture. C'est un chevalier d'Île-de-France, Montfort-l'Amaury, dont la mère lui a donné en héritage le comté de Leicester en Angleterre, mais dont il n'a jamais vraiment hérité lui-même en propre. C'est un personnage qui est décrit comme très pieux par les chroniques contemporaines. Bon, c'est toujours des portraits flatteurs, évidemment, et qui a été a priori très marqué par l'échec de la 4e croisade, donc qui a été détourné et qui a abouti à un massacre de chrétiens. Et donc en fait, il répond, lui, à l'appel de la croisade contre les Albigeois, peut-être, sans doute par vocation. Mais comme c'est un homme d'expérience, il a au moins 50 ans, il est militairement aguerri, on lui confie les rênes de la croisade après la prise de Carcassonne, une fois que les grands seigneurs du Nord sont repartis chez eux après les 40 jours. C'est ce que je vous racontais précédemment. Et donc ce personnage, lui, va trouver dans la croisade, au-delà de ses convictions religieuses qui doivent être solides, le moyen de se tailler en fait la part du lion. Et c'est le jeu de mots puisqu'il a un bouclier avec un lion d'argent dessus. Et donc il va conquérir la vicomté de Trincavel pour son compte, et puis le comté de Toulouse pour son compte, jusqu'à être tué, vous le savez, sous les murs de Toulouse. Donc lui, en fait, il joue une carte personnelle quand même dans l'affaire. Tout ça pour ça? Ah, mais c'est l'histoire des hommes, ça. C'est l'histoire des hommes, de la politique, de la conquête. Enfin, voilà, c'est oui, tout ça pour ça. Ouais. Mais c'est aussi l'instrument de Rome, hein, Simon de Montfort. Donc, au-dessus de lui, il y a des enjeux géopolitiques. On y revient, et in fine, c'est quand même les Capétiens qui tirent leur épingle du jeu. Donc, voilà. Et alors sa mort, Simon de Montfort, c'est vrai qu'il y a une plaque commémorative à Toulouse. Oui. Alors, ça, c'est assez rare quand même d'avoir des événements aussi lointains qui sont mentionnés sur les murs de la ville. Déjà, que nous dit cette plaque? Est-ce que c'est vrai? Oui, j'ai une photo de moi à 18 ans devant, où je suis là, ouais, Simon de Montfort est mort. Alors Simon de Montfort, il meurt le 25 juin 1218, en plein siège de Toulouse. Et il meurt, donc cette plaque, elle est juste à côté du Muséum d'histoire naturelle aujourd'hui, pour ceux qui connaissent, donc au sud de la ville. En réalité, à l'extérieur des remparts de la cité, quasiment devant ce qui était le château Narbonnais, donc le château comtal des Toulousains, qui se trouvait vraiment mais à cheval sur le rempart, en fait, puisqu'il est venu s'établir sur une ancienne porte romaine. Et ce château va cristalliser une bonne partie des combats, car c'est le lieu de résistance et c'est aussi l'accès aux portes de la ville. Et nous disent les sources, notamment à la Cansou, une machine assemblée dans le bourg Saint-Cernin et qui a été amenée sur le front sud, manœuvrée par des femmes, aurait tiré donc un ou plusieurs pierres, ça dépend de la typologie de la machine, on ne sait pas, et une de ces pierres aurait atteint Simon de Montfort sur son homme. Alors là, on se régale avec l'anonyme dans la Cansou, qui est un occitan ancien, nous raconte qu'en gros, il se fait complètement écrabouiller la cervelle dans son homme. Et à partir de là, c'est vrai que l'âme du combat change un peu de camp, parce que les croisés, notamment Amaury de Montfort, son fils, ne vont pas réussir pendant quelques années à susciter la terreur et les succès militaires que portait Simon de Montfort. Voilà. Et c'est là que le roi de France, en fait, va entrer dans la danse. Donc la mort de ce leader, de ce meneur d'hommes est quand même un tournant dans cette histoire. Ah, c'est un tournant et qui a été vécu comme un tournant par les contemporains. Alors nous, c'est facile d'en parler des siècles après, on sait comment l'histoire s'est déroulée, mais il faut imaginer que quand Montfort meurt sous les murs de Toulouse, les Toulousains, ils savaient pas qu'ils allaient perdre à la fin, en fait. C'est un regain d'espoir et peut-être qu'ils ont pensé à ce moment-là qu'ils pouvaient inverser le cours de l'histoire, en fait. Bon, c'est peut-être un peu gros comme mot, mais est-ce que c'était une guerre de civilisation? Non, ça je crois qu'on peut vraiment pas le dire et aucun historien ni archéologue sérieux ne vous le dira. Et en disant ça, ce n'est pas remettre en question les spécificités du Midi parce qu'il y en a dans tous les secteurs. C'est pas une guerre de civilisation et ce n'est pas vécu comme ça. On prend plusieurs angles archéologiques pour le démontrer. Déjà, il n'y a pas de différence, par exemple, dans les modes de vie et l'équipement d'un chevalier croisé ou occitan.
À part un petit détail sur la forme d'un bouclier, ils ont la même éducation militaire, ils ont les mêmes codes sociaux, et d'ailleurs on a plein d'exemples dans les sources où ils discutent entre eux, il y a même une énorme blague entre le comte de Toulouse et Amaury de Montfort. Amaury de Montfort fait mine de capturer le comte de Toulouse, le comte de Toulouse lui dit vas-y fais mine de me capturer, on va voir si mes hommes restent ou se barrent, évidemment tous les hommes se barrent, donc voilà, ils plaisantent entre eux de ça. Ça peut être très dur, c'est la guerre, mais c'est la même classe sociale quand même et qui a conscience de son unité. Il y a la barrière de la langue, cela dit, évidemment, langue d'oc ou provençale chez nous, et puis la langue gauloise, gallica, langue d'oïl, pour employer un terme plus contemporain, mais tous ces gens-là, en fait, savent se parler. Il y a des petites différences, évidemment, dans les productions matérielles du quotidien. Notre céramique n'est pas tout à fait la même que celle de Paris, bien sûr, mais on mange à peu près quand même la même façon à Paris ou à Toulouse. Donc, ce n'est pas une guerre de civilisation, et ce n'est pas vécu comme ça. Il y a de l'admiration et du mépris, évidemment, dans les deux camps, mais ce n'est pas vécu comme ça. Et est-ce qu'on peut savoir ce qu'en pensaient un peu les Toulousains? Ils voyaient les croisés comme des envahisseurs étrangers ou plutôt comme une autorité, l'autorité papale? Non, il y a de ça, évidemment, bien sûr. D'ailleurs, les troubadours dénoncent les Français et les mauvais clercs. Donc, évidemment, il y a cette notion de c'est des étrangers qui viennent. Mais on ne peut pas parler de guerre de civilisation parce que ces étrangers ne sont pas si différents dans leur vie quotidienne, dans leur aspect, des Toulousains qu'ils ont combattus, voire massacrés. Donc, c'est là où il faut faire preuve toujours de nuances un petit peu en histoire. Hein. Mais oui, bien sûr, ils sont ressentis, vécus et décrits comme des personnes extérieures, en fait, évidemment, au comté de Toulouse. D'accord. Mais c'est vrai que ça donne une dimension vraiment terrible, tragique à cette notion de croisade. Donc il y avait quelques différences, mais ce que vous me dites quand même, c'est que ce sont tous des chrétiens. Ils appartiennent au même monde et pourtant ils ont réussi à se déchirer, à se massacrer. Oui, bien sûr. Je pense que le recul critique nécessaire qu'on doit avoir en tant que scientifique n'enlève rien à l'aspect humain des choses. Je veux dire, c'est quand même horrible, quoi. Enfin, quand on s'intéresse un peu à la croisade, quand on vous parle de l'épisode de Bram, de Béziers, vous en parliez tout à l'heure, ou même des bûchers, enfin, ça reste des gens qui ont été massacrés. Enfin, ça, je pense pas qu'on puisse avoir de débat là-dessus, mais encore une fois, moi je vous parle en tant que scientifique, je peux pas tomber dans l'émotion, je le fais à titre personnel depuis que je suis gamine, mais là non, c'est pas le but de l'expo. On renvoie non plus pas les choses dos à dos, mais on présente les choses froidement, scientifiquement, et ça suffit en fait, l'histoire. Elle est tellement terrible cette histoire que je pense que tout le monde arrive à en capter et à en comprendre les enjeux humains. Alors vous avez évoqué le roi d'Aragon tout à l'heure et la bataille de Muret. Alors moi, ce que j'ai retenu quand même, c'est qu'entre Occitans et Catalans, on s'est chamaillé pendant des décennies, voire des siècles. Et puis là, tout d'un coup, arrive ce roi d'Aragon qui vient nous... Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient nous défendre. Non, mais c'est à cause des Catalans qu'on a perdu. Hein, Alors, ça, bon, c'est passionnant aussi. En fait, les liens avec l'Aragon et Toulouse sont très anciens. Déjà, c'est une question de rivalité parce que les Aragonais, ils sont aussi comtes de Barcelone et comtes de Provence. Et donc, ils vont lutter contre les Toulousains pour la domination de la Provence. En gros, la Provence va être divisée en deux. Le marquisat pour les Raymondins de Toulouse et puis le comté pour les Barcelonais aragonais. C'est Raymond VI de Toulouse qui va réussir à faire la paix avec Pierre II d'Aragon au début du XIIIe siècle. Raymond VI va épouser sa sœur. Et finalement, Pierre II il va essayer de réaliser le projet politique de ses prédécesseurs qui est d'annexer tout le sud de la France. En fait, les Aragonais, ils ont toujours eu pour volonté, ambition, de régner outre-Pyrénées. Et là, il faut revenir à l'histoire qu'on se racontait au début. Comme le roi de France, en tant que suzerain de Raymond VI de Toulouse, ne lui prête pas assistance, Raymond VI va tenter un coup de poker en janvier 1213. Il va se délier de son engagement féodal auprès du roi de France et offrir ses terres et donc ses vassaux à Pierre II d'Aragon. Pierre II d'Aragon accepte l'hommage, et l'espace de quelques mois, un vaste royaume transpyrénéen est né, et c'est pour ça que Pierre II d'Aragon passe les Pyrénées et affronte Simon de Montfort à Muret. C'est pour défendre ses vassaux, et donc essayer de finaliser quelque part ce grand royaume. Pierre II d'Aragon va mourir sur le champ de bataille à Muret, et donc avec lui tout ce rêve et cette ambition aragonaise. Et les Aragonais n'arriveront plus à mettre pied en fait, dans le Midi toulousain après cet épisode. C'est ça l'enjeu de la bataille de Muret? Ah oui. De constituer une frontière L'enjeu très exactement, c'est l'arrêt de la croisade. Et pour Pierre II d'Aragon, de pouvoir prendre le contrôle en fait, des territoires méridionaux au nez à la barbe du roi de France. C'est ça qui se joue. Donc en gros, il viendrait, après tout ce bazar qu'a été la croisade, un peu sur les ruines de l'Occitanie,
Venir récupérer ce territoire? C'est un peu non, c'est caricatural. Non. Puis pareil, ruines de l'Occitanie, tout ça, il faut un peu nuancer. Non, mais on en revient encore une fois à ce qu'on se disait au départ, c'est que tout est géopolitique et tout le monde a essayé de tirer son épingle du jeu en profitant ou en résistant contre la croisade. Donc Pierre d'Aragon, qui est surnommé Pierre le catholique, qui est un peu le chouchou du pape à cette époque-là, lui, il en profite un peu pour placer ses pions. Mais finalement, ça arrange bien les Toulousains qui, à ce moment-là, sont un peu tout seuls face à Simon de Montfort. Et il en est mort. Voilà, c'est comme je vous disais, c'est un des rares exemples médiévaux où on a un roi qui meurt sur un champ de bataille. Mais c'est-à-dire qu'il se battait vraiment, épée à la main? Oui, tout à fait. Alors il y a toute une mythologie aussi qui s'est faite autour de cette bataille, autour de la figure de Pierre d'Aragon. Mais oui, il a été placé dans la bataille. Il aurait même échangé ses armes, en fait. Quand je dis armes, c'est armoirie, avec un autre chevalier pour pas être la cible tout de suite des combats. Le chevalier qui porte ses armes est tué. Non, c'est moi le Pierre d'Aragon, et pas de bol. Ça dépend des sources. Enfin, il y a 2 chevaliers français, Florent de Ville et Alain de Roussy, qui le prennent pour cible et qui, d'un coup de lance, l'achèvent. Et alors, qu'est devenue la société toulousaine après le traité de Paris? Donc c'est vraiment c'est la fin de la croisade, ce traité de Paris? Il est signé en 1229 et il acte en effet la fin de la croisade contre les Albigeois, mais c'est pas la fin de l'histoire. Jusque dans les années 1240, Raymond VII de Toulouse, le dernier comte raymondin, va essayer de renverser le sort de son territoire et donc va fomenter une petite rébellion qui va s'écrouler, mais dont une des répercussions sera la chute de Montségur. Tout ça est lié. Mais à partir de la fin des années 1240, finalement, plus personne n'était en état de résister. Et donc à sa mort, en 1249, le comté passe à Alphonse de Poitiers, qui a épousé sa fille, parce que le traité de Paris l'enjoignait de marier sa fille unique au frère du roi. Alphonse de Poitiers et Jeanne de Toulouse mourant sans enfants, c'est très pratique, eh bien le comté entre en main capétienne. Alors ce qu'on montre dans l'expo, peut-être là aussi à rebours de quelques clichés un peu misérabilistes, c'est que, qu'on le veuille ou non, même si ça nous fait mal de le dire en tant qu'Occitan et qu'en tant que Toulousain, le fait que le roi soit arrivé à Toulouse, pour la ville, en fait, ça a été une forme de véritable renouveau architectural et financier, parce que le roi va s'appuyer sur Toulouse, d'ailleurs comme sur Carcassonne, qu'il a aussi dans son escarcelle, pour mener des campagnes militaires dans la péninsule ibérique. Donc en fait, il va mettre beaucoup d'argent et de moyens à Toulouse, il va reconstruire le château comtal en château royal, etc. Et il va engager dans son armée des chevaliers occitans. On a des petits-fils de Feyditz qui servent le roi. Donc à la fin du XIIIe, qu'on le veuille ou non, on est passé à autre chose. La situation politique, elle a changé. Je vous dis pas qu'il n'y a pas encore le souvenir de la croisade. Enfin, la Cansoux, elle est bien copiée au début du XIVe, donc ça veut dire que cette histoire, elle est encore présente. Mais qu'on le veuille ou non, les élites occitanes, elles ont fait un peu leur paix avec l'église de leur roi et elles sont passées à autre chose. Voilà. Ero Lor Barté, che la Mercedji per aver preso il tempo di nos venire contar su un'esposizione e parteggiare su una fugomen per quel periodo trebul dell'istoria d'Occitania. Escutats After Hate, lo podcast Historia signat Ludiari. Abordam ara la seconda e darriera partita, che sarà tutta in Occità. E incontrat l'historia medievalista Renaud Savy, que va esclairar a nostra route cap a la coneixença d'aquells esdeveniments, en tornant sur des temes cars a l'exposició Qatar a Toulouse dins la Cruzada, en nous presentant quelques personatges ambigus et en nous presentant son punt de vista pertucant l'impacte de la Cruzada sur la culture populaire occitane. Bonne écoute et bon viatge al cor de la tempesta historique, politique et religieuse qu'a frappat le XIIIe siècle occitan. Adieu Renaud Savy, est-ce que va plat? On va plat. Che invece di tornare su ciò che diguet Lor Barté tout à l'heure, che gli demanderi un po' il contesto della crusade. Est-ce que vous autres pouvez expliquer també perché le pape lance une crusade sus Languedoc? À quelle époque? Le contexte géopolitique qui explique quoi? Qui credi que la crusade dipende del contesto della riforma gregoriana, è le papo che vol buttar la mà sus ebescats, sus la glaise locale en Occitania e també per tutta Europa. Se vol impausar facio a sus enemics en Italia, las ciutats, l'emperaire e din le reste d'Europa facio als reis. Se vol buttar en naut
tout en haut de la pyramide feudale et dels monarques és la teoria de la teocracia que diu deu governar le monde, aquest segle, le monde material et mai del monde spiritual. Donc, aquí, ben a Toulouse, un comtat a Toulouse, a Carcassonne, que es pas des territoris que són pas integrats als estats que se bastissun a costat. Per exemple, que le reialme d'Anglaterra se renforça, le reialme d'Aragó, que és de mai en mai poderós, le reialme de França que se rebella un pauc a la debut del segle XII, et aquí a Toulouse hi ha una societat feudale que és força fragmentada et on l'aristocracia a la mà sur les évêques et sur la glaise locale. Une zone que és pas pla controlada ni pels reis, donc, et encara menys pel papa. Aquí pensi que hi ha un lloc on le poder del papa se pot expandir. Et acolo le veiem que pla l'objectiu primer de la cruzada és l'augmentació, la dilatació del poder del papa i dins aquella direcció que és la mai feble, veleu, dins l'Europa occidental. Mais parlez des réformes grégorianes, mais de qu'est-ce que c'est? La toca del papa és de tornar a recuperar le control de la Gleisa, perquè en aquesta època, al segle XI i XII, l'aristocràcia possedís les drets dels evescats, i per exemple, a Narbona, en 1020, un evesca de 10 anys. Per què han elegit un evesca de 10 anys? És perquè son pare li ha comprat les seti. Li ha comprat les seti per 200.000 monedes d'argent. Donc, e aquel pitjor, grandiguet, devenguet força poderós, s'appelava Guifré de Narbona, e que, per exemple, vendet les bés de la Gleisa per se comprar de soldats e fa la guerra a Vescunto de Narbona, fa la guerra aquí contra Carcassonne. Donc, hi ha un retur, una voluntat de tornar als fundaments evangèlics de ce que és la Gleisa, ce que és un home de fe. I aquí, la reforma gregoriana és ensatjar d'arrestar amb la simonia, com dizien, l'utilisation pels laics dels poders de la Gleisa. Dans la première partie del podcast, amb Laure Barté, beleu que digueri una zennada. Li digueri que era la seule cruzada intercristiana. Et fin final, me digueretz en de fora de l'antenne que non, n'hi havia d'autres. Ouais. Ja hi ha la quatrième cruzada que volia anar jusqu'au Entero Santo et que s'est arrestada d'abord à Zara, sur la côte de Croatie, et que la ville fuguet mise à sac pels cruzats. Donc era una ville complètement catholique, il n'y avait cap hérétiques, et per tant, les cruzats han botat fioc a la ville de Zara, abans d'anar a Constantinople. Et eux disaient que qui sont pas des catholiques, sont d'orthodoxes à Constantinople. Mais à l'époque, non, il n'y a pas de distinction entre aquestes gleses. Il n'y a pas encore un schisme pla marcat et espace officiel. Donc, aquesta cruzada est complètement contre d'autres chrétiens. Et qui est le pape que n'est pas toujours d'accord avec aquelles affaires, mais que fin final a légitimat aquella cruzada també. I après, oblidant també qu'il y a eu une autre cruzada après la cruzada contre les albigeses, la cruzada d'Aragó à la fin del segle XIII, où les reis de France brûlent la cathédrale d'Elne, où sont réfugiés les habitants, que pareix fortement a ce que s'est passé à Béziers. Mais aquella cruzada s'acaba mal, puis que Philippe lui a dit
che agafa una malattia e che morisse a Perpignan. Et donc, així s'acaba la cruzada d'Aragó. Et baqui, donc, és una arma política, d'abord, la cruzada. Abans d'ésser un affaire religieuse, segur que és politique. Donc à quelle époque il n'y a pas une grande dilemme morale de lancer une cruzade entre chrétiens? Baqui, l'excommunication, la cruzada, que sont des armes spirituelles qui sont utilisées dans un pays. Déjà, quelques temps, segur que la cruzada contre les albigesos és un événement qui est un peu à part, qui est un peu fort, mas, com le disio, és també un accident que ha fet que aquella fa és esdevengut inarrestable aquí. Mais alors, perché lancer une cruzade est un événement complètement beau, une cruzade per l'époque che d'eretics n'y abbiamo pas sunca Occitania, n'y abbiamo un po' per tutta Europa. Io, per io è un concorso di circostanze che è un po' també la culpa de qui te conte de Toulouse, è les premiers à parler d'hérésie sur la terre de Trencavel. Es beleu permet buttar un peu la pression sur son basal théorique qui ne respecte pas son autorité. Et après, la cruzade est d'abord dirigée vers Trencavel et passe vers toute Occitanie, ni Toulouse. D'ailleurs, les comtes de Toulouse qui rejoignent la cruzade à sa début et qui l'amènent jusqu'à Béziers. Les historiens pensent que la cruzada s'aurait pu arrêter après les 40 jours de service que deviennent les chevaliers à la cruzada et que és l'opportunitat de la presse de Béziers que ha fet que aquesta cruzada ha continuat i que ha acabat també el que sabem del comtat de Toulouse. È l'impressione che se debanet a uno seguido d'escasenze e de circostanze. Aquí il y a une espèce d'effet domino, d'hasard, d'accidents, qui ont fait que la cruzada, qui aurait pu être une affaire pas trop importante, a acabat comme une guerre per des décennies de notre région. Alors, ce qui m'espantait, je suis sûr, l'us qui nous écoute tabé, sont l'us prépaus de Laure Barthé, tout à l'heure, qui nous contait qu'en fin final, plat d'avant de la cruzade, l'us occitan, se fouteront sur le mur pendant des décennies et des siècles. Et donc, tous les occitans eran pas derrière le comte de Toulouse. Il y a tabé des personnages, équitement des personnages politiques, des majus qui ont soutenu la cruzade. Et donc, la cruzade arrive à la fin de la grande guerre méridionale, une guerre de 100 ans entre les Catalans, les Toulousains et també Aquitània. Et donc, Toulouse a perdu aquesta guerre, a perdu la Provença, li demoro pas que le nord de Provença, sont les Catalans qui sont les mai poderoses aquí dans le sud del Reialme de France. Donc, és pas une guerre... Espera que Provence a une bandière, une drapeu qui semble l'eau de Catalunya? Oh, exacto, sont les couleurs d'Aragó, d'abord de Barcelone, qui basen sur la bandière de Provence d'ara, à quoi est pla conegut en Provence. Aquí, aquella rivalitat s'acaba davant le danger de la venguda de Simon de Montfort et de la cruzada, mas dins tous les événements d'aquesta guerra hi ha dues ciutats de cada costat. I vesen, per exemple, le famós évêque de Toulouse, Folquet de Marseille, qui a començat sa carrière com a trobador, és un dels més grans trobadors, que és dins totes les florilegi que foguet copiat en Itàlia dins desenats de manuscrits, i que deixat sa carrière de poète per se fa évêque donc de Toulouse et que és le lieutenant
de Simon de Montfort per tutta la cruzada. És ell que mena les armades a costat de Simon et que li fa atacar tal ou tal ciutat. Il y a une mescle un peu curieuse qui une troubadour, donc une artiste, c'est pas dire, une religieuse et un homme des guerres. Mais c'est incroyable. Oh, c'est un type plat particulier et est les personnages les mai detestats de la cançó de la cruzada. N'est pas il y a un funémone que ne parle que d'uno sun bejaire sur aquel homme. Baki beleu que ce que mène toute sa vida és l'ambició. És un poète que era al servici dels reis d'Aragó quand era en Provença, que ven de Marseille. Après qu'a rejunyat les papes quand la reforma gregoriana se fazio mai presento din Occitània, et donc per ell era un mitjà de se nausar din la societat. És un fill de mercant qui à l'époque est le début de l'émergence de la bourgeoisie et per elle a une ascension pas crédible per un homme qui vient d'aquel mitat. Qui et même sabent qu'a ensajat de devenir archevesque, c'est-à-dire maïchevesque per Toulouse. Il a demandé al pape et le pape lui a dit qui n'y a plus per tu seras évesque de Toulouse et prou. Mais besoin qu'aquel fulquet de Marseille avait une ambition pas crédible et n'a profité de la cruzada per qui s'en a usat dans la société. Et un code mai, une affaire d'opportunité et d'escasez. Est-ce que c'est pot comparer à quelqu'un comme Pierre Laval, par exemple, pendant l'occupation? Vous fa rire, ça vie. Ouais, il s'agit de pas faire d'anachronisme trop fort, mais comme dans un cas de situation où il y a un renversement de l'ordre politique, il y a qu'un s'ajoute de gratter, de prendre une chic de poudre mai dans laquelle burbouille, dans laquelle désordre. Donc, ouais, c'est qu'il y a toute une fune d'opportunistes qui sont sortis de l'ombre pendant aquella guerre et après. Et qui, par exemple, dans mon village, il y a un officier de l'abadio de la Grassa, d'Inzauda, qui s'est enriquit grâce à cette guerre, qui a fargat de falses documents per s'accaparar les maïsos, laïteros dels senyors que fugueren accusats d'hérésie, par exemple. Et qui il y a toute une partie de la population qui s'est enriquie, qui est occitane, tabès, et d'autres qui ont plat perdu, tabès. Et Laure Barthé nous dit tout tard que qui tomen défense des faidits sont passés de l'autre costat tabé. C'est incroyable, c'est un changement total dans la société médiévale occitane. C'est un changement dans la hiérarchie de dans les comtats de Toulouse et de Carcassonne, mais après, il n'y a pas une révolution tapao. Aquests chevaliers, après la guerre, il y a une film qui se sonne més del costat del rei de France per guardar leur terre, per guardar leur statut, leur calió, qui est fidèle al poder nouvel. Il y a quelques-uns qui sont demorats fidèles als trencavels, als raimundis, jusqu'aux a la fi, qui se sont exiliats d'uns en Aragó, d'autres en Anglaterra, mais la major part de l'aristocràcia que és demorada aquí i que s'ha adaptat als poders novells. Et avem, per exemple, le principal ministre de Raimon de Toulouse, Sicard Alamán, que passa al servici de Raimon VII, passa al servici d'Alfons de Peitiu, fraire del rei de França, i après Alfons de Peitiu, que demora en servici del rei. Donc, aquí hi ha des mondes que traversen les èpoques, les poders, et que demoren aquí a bona plaça al país.
Et on a une question d'occitaniste. Ma curiosité d'occitaniste qui me mène à vous demander comment est-ce que la langue française est arrivée dans la cruzade també? Baki segur qu'il y a une partie dels cruzats que sont demorats aquí en Occitane que parlaven francès, mas sen segur que après une génération ou deux, les besen escriu quelqu'un en occitan. Baki és obligatori de parlar la langue del poble. Le passage al francès es pas que sunt del segle XIX, qui t'emmène après l'édit de Villers-Cotterêts, qui tout le monde continue de parler occita al pays. Alors justement, le point de vista occitaniste est important de le comprendre. Voldria saber perché aquel episodi de la cruzade prend tant de place dans l'imaginari occità que depuis le siècle XIII il y a eu un film de conflits et de révoltes. Perché aquel événement? No. A cause la causa dels romantistes del segle XIX. Donc, les premiers de n'aver parlat és Napoléon Peyrat, aquell rietgès que ha tornat, que ha botat la lune sur Montsegur. És a la même època que parlant dels catars et que le mot occitan, le mot occità s'expandís un peu dans la littérature. Donc, era a l'époque la volontat de fargar un contre-discours à l'histoire officielle française. Donc, qui han trobat dins les heretges d'oposants que parlaven la même langue a un poder reial del nord, colonialiste, qui també c'est le mot pas utilisat à la début, mais comprenent qu'il y a aquí une injustice, un quiconque que pot recampar les habitants del sud contre un ennemi commun. Mais aquel mythe est surtout centré sur le Languedoc et qui, sur le catars du siècle XIII, est une histoire comme une autre. Et donc, après Napoléon Peyrat, il y a Auguste Fourès, par exemple, que per elle, les albigeses eran les ancêtres dels Rouges, del Migjun. Donc, qui din une pensada anti-cléricale et qui pro-républicano, qui per ells eran des daujols respectables. Mais solide que le catarisme prend une place immense dans le mouvement occità et à cause dure donc depuis le siècle XIX et se semble també que depuis les années 600, ce que digueria le début de la notre entrevista, merci à l'émission La caméra explore le temps, eh bien, c'est passé une quiconque complètement bas, où l'occitanisme prenait une dimension spectaculaire après l'émission que se disait Les Catars. Les Catars. Et ouais, quoi est-ce pla conegut que Fouguet les 12 derniers épisodes d'aquella émission que De Gaulle voulait arrêter perché presentava un discours une histoire pla moderne que se voulait en contre del Roma national già. Et donc aquella histoire dels catars qu'era dirigida contre les poders de Gaulle ultracentralisato d'une légende de la France éternelle et voulait montrer un autre modèle, une autre histoire à l'intérieur même de France. Et aquella émission a pla marqué une génération et il y a des témoignages sur la diffusion d'aquella émission qu'il y avait des mondes qui se recampaven dans les cafés, que tout le travail s'arrêtava per anar a veure le segon episodi de Qatar. Qui ha marcat toute une génération et qui a fossilitzat l'imatge qu'aven dels catars
e de un ligant amb Occitània e amb la llengua occitana. És a la seguida de la diffusion d'aquella émission que catarisme et occitanisme ne faguerun pas qu'un. Oh, exacte, il y a eu un succès d'aquella émission qui a fait que era devengut automatique d'associar catars et occitanisme. Baki, que era à l'époque, havia un sentit politique anti-de Gaulle, anticentraliste, anticolonialiste, et baki, aquella imatge és demorat dins l'imaginari, et baki, per jo pensi que és temps de se trobar d'autres llegendes. Est-ce que pensats que le monde, que eren des militants per l'occità ou per le regionalisme et tout à coup, leur ha agradat l'idea que hi hagi una religió típicament occitana a l'edat mejana que seria estat tuada per los cruzats et tout à coup? Segur que a cada època trobem des justificacions a se revendicar d'autres baki que nos corresponden a ce que sent uei. Mas, ouais, que era una exageració, ara que les historians pensen que és una exageració de dir que el catarisme era una religió a depart de la baki, a depart de aquella del món. Oui, per nos definir com occità, nos calió de causes que nos diferenciaven del resto, surtout de França et après des autres peuples. Mais és pas quicon que se passet sunt per Occitània. Per exemple, dins Escòcia, hi ha tota una invenció d'una mitologia que ha estat feta per Macpherson al segle XIX, que s'inventava aquí de contes celtics per explicar l'identitat d'Escòcia. En Bretanya hi ha tot aquell scenario sus dolmens, aquí que sabem que són d'abans de l'època celtica, en fait. Que saps on hi ha l'emai de dolmen en França? És en Avairu, és pas en Bretanya, per exemple. Ah, incredible, ho sabia pas quoi. Et aquí és un conte com un altre, un romà regional, un nacional, com ho volem, mas aquí és una història que nos contan per nos fargar una identitat. És útil a unes èpoques, ha pogut ser útil, et aquí. Alors, soyez surpris quand même d'Auzi Laure Barthé ne parla d'un roman régional où on peut dire d'abord un roman national occita que l'occitanisme quand même s'est sfargat sur l'idée de se contre le roman national français et pensas qu'existe verdaderament un roman national occita fargat per los occitanistes? Oh oui, credible. Aquella història de la cruzada que torna tot junt, le monde que se va a Montsegur per fer homenatge als cremats, aquí havent causat d'esdeveniments pla específics de nostra història per ne fer de moments fonamentals que fundarien nostra identitat. I aquí l'història d'Occitània que ha de milierats d'annados, e n'avem causat qualques trosses per definir nostra identitat. Aquí, me aco passa... és pas occità, aco hi ha d'altres regions d'Occità no s'interessen pas als catars. Aquí, en Provença, hi ha tot un fund del roman provençal que s'appuie sur les reialmes d'Arles, sur aquí... l'héritage roman antic, qui caben pas, per exemple, en Gascunya o en Limousin. Donc, hi ha un roman regional mai qu'un roman occità que seria mai complicat encara de fer, que le cal fargar, veleu, ara. No. Donc, los catars sont pileu une obsessió languedociana. Oh, per jo és clarament aco.
Baki, e se tornant als eveniments, hi ha pas hagut unanimitat dels occitats ni quitoment dels lengadusias contra les cruzats. Et donc, si cal tornar encara al segle XII-XIII, hi ha entre Toulouse, entre les Lengadoc de l'Ouest et les Lengadoc de l'Est, hi ha une rivalitat que traversa els segles. Se sont pas jamais votat d'acord sur res entre Toulouse, Narbonne, Nimes. Hi havia tot junt de rivalitats que daten dempuèi Charlemagne, on s'explica perquè le Guillem comte de Toulouse foguet deslotjat per un ancestre dels Raimunds de Toulouse. Et donc, il y a toujours eu une rivalité entre Raimundis et Guilhelmide, qui eren les aristocraties à l'est de Languedoc, et qui a durat jusqu'au quitament al segle XIII. Ah, les Guillem sunt cap bruts, Ako se coneix. Donc, que galegi, mais est-ce que à quelle exposition fa 30 ans le roman national occità qui est vist par ici ou par là sur les maillums sociaux des mondes qui n'ont pas contents à quelle exposition? Mais compreni perché abbiamo un'image di so che pensano di so che era le catarisme e la giustificazione della crusade contro les albigeses, pensando che era una conquesta prevista del nostre país. Baki, per io, d'un costat, hi ha pas d'eresio unificado, a co la majoritat dels historians són d'acord per dire que non, hi ha beleu pas de ligant entre les heretics de Béziers en 1209 et les accusats d'hérésie de Montaigu al segle XIV. Il y a eu un recampement un peu artificial de toute aquesta causa et n'avem votat dessus les noms de catarisme. Et à quoi le cal tornar a mettre en causa. Et es pas d'esse anti-occità de dire. Són les avançades de la ciència històrica, et canviaren d'idea di qualques annades, mais pel moment, ce que sabem d'aquell període és que hi ha pas una unitat dels heretges dins el país. D'un altre costat, la qüestió de la conquesta, hi ha pas finalment de conquesta. Quand Raimund de Toulouse signe le tractat de Paris, demor comte de Toulouse. Et sa fille Joanne, qui est maridada al frère del rei de France, volia pas dire que le comte de Toulouse dintrario de les domini del rei de France, besant que al fons de Peitiu mène une politique indépendante dins son comtat, que développe l'administration, que se bastisse un poder à transmettre beleu a sus enfants. A pas hagut d'enfants. Et fin final, és un accident que fa que Toulouse és vengut una partie del Reialme de France à la fin del segle. Donc, d'un costat, le projecte de France de menjar occitània és pas provat per l'història, i de l'altre costat, una religió occitana unida al segle XIII és pas provat a pau. Alors, est-ce que les cathares sont un peu les Gaulois del roman national occitan? És un peu d'accord, oui, mais les Galaises qui existent, Alice. Ouais. Bon, je suis content d'avoir un médiévaliste qui peut parler d'accord, qui a l'impression qu'il y a tout un film de pantalles sur les dates méjanes, mais que fin final a ben pas tout compris. Non, t'as pas. Et il y a un film de causes que demoren de comprendre. Per exemple, sabem que
il y a un fin de monde accusé d'hérésie entre Toulouse et Narbonne, et entre Avignon et Nîmes, qui t'amène la même situation. Il n'y a pas à quel phénomène ça se passe passé. Où il y a des morts des causes de cerca et de comprendre, ça, à quoi c'est. Demander tout tard a Laure Barthé l'importance de la bataille des murettes et d'aquel rei d'Aragou qui est vengut mourir sur le camp de bataille et justement que crezi qu'il y a un film qui vient de ser rodat à Toulouse Suzaco est une date de vostre bejair vertadierament importante de la nostra histoire Perché c'est que è una battaglia forse importante perché è la morte del re d'Aragù, una morte inesperata. Il y a 10 contro 1 in questa battaglia entre d'un costat Toulouse e Aragù contro Simon de Montfort e la desfaccia è completamente inesperata. Mas Baki reglo pas del tout la cruzada. Est-ce que il y a encara des batailles de mena et saben que quelques années après Simon de Montfort s'est fait tuer d'une siège de Toulouse. Donc il y a beleu la fille la fille dels ligants entre Aragù et Toulouse per un moment, mais qui era pas definitivament perdut pel costat de Toulouse. Tapau aquella année de 1213 que fa dintra le comte de Toulouse din lo vassallatge de Peyre d'Aragù, a co hauria pogut definir la debut en fi de l'integration de Toulouse al reialme à la couronne d'Aragù. Et à quoi c'est important, qui era une possibilité. Mais cal savait també que les homenatges, les serments de fidelitat sont des causes qui engagent deux hommes entre ells per la durada de leur vida. Vol pas dire que de tout junt Toulouse seria vassallo d'Aragù. Mais à cause intéressant, parce que dans le roman national occita, dans le fantasme occita, se dit souvent que y aurait pu avoir un royaume grand de Limoges à Valencia et qu'avait manqué à cause justement pour nous de la bataille des murettes. Qui est notre visto de toute l'histoire qui seguit. Perché pel moment, aquel homenatge de 1213 de Toulouse a l'Aragù hauria pogut essere quicon de pla temporari, perché Raimon de Toulouse ha ballat homenatge tabès al rei de Castella, al rei d'Aragù, al rei d'Anglaterra, en diverses ocasions. Donc, qui hauria pogut essere la debut de quicon, mas tabès quicon de sens l'endemà, tapau. Après la victoire des franceses dans la seguida del segle era pas tapau definitivo. Per exemple, saben que 1249 Raimon VII moriguet, Alphonse de Peitiu, comte de Toulouse, se'n va en cruzada en Égypte et se fa capturar amb el rei de France et era pas segur que tornava. Que tornaven. Hi hauria pogut haver un altre destí pel reialme de France et també segur pel comtat de Toulouse. Hi ha pas jamais d'eveniment definitiu dins l'història. La causa era un pas pla arrestada quitament a la fin del segle XIII. És complicat de comprendre ce qu'era l'identitat justement à l'edat méjane l'identité del monde des petites gens est-ce que existable justement l'identité comme la considérable du rei que c'est français toulousain ou occitan Ara crezi que donen
della forza all'importanza della lingua comune per definire l'identità. Sapendo qu'all'epoca, segur che mi sembra naturale che le mondi che parlano la stessa lingua si sentono parteggiare un destino, ma ciò che conta, in dessus di tutto, è l'appartenenza a un segno, è il segno locale che determina l'identità. Los que se dicono francesi vuol dire che sono vassals del re di Francia. Los que se dicono aragonesi sono vassals del re d'Aragù. È ciò che conta in davanti di tutto, in davanti della cultura o della lingua. E è pas la même conception de l'identité segur que a quello di ei. E disiaco, ma so che saben del popolo petit è che tamen res. N'aben calques testimonis, mas che sono biaixat per che siagan de l'Inquisition o d'un altre surga, che tutun n'aben pas la realitat dels discursos de l'epoca. Renaud Savy, merci pla de ser vengut aquí, d'haver participat en aquell podcast. Merci pel convit, Ludiari e Guillem. Un gran merci als nostres convidats, Laure Barté et Renaud Savy. Espero que a través d'aquests dos entretemps habéis afinat vostra coneixença de la cruzada. Espero també que aquell podcast vos ha ballat enveig de ne saber mai sul subjecte, perquè en 80 minuts se pot que florejar el subjecte. E espero sustot que habéis passat un bon moment. Aplaleu per un episodi nouvel d'After Hate. After Hate és un podcast ludiari, realitzat per Guillaume Graciolet, fet possible gràcies al sostén dels nostres partenaris, la regió Occitània, la Delegació General a la Llengua Francesa i a les Llengües de França, la DRAC Occitània, la Comuna de Toulouse, l'Ofici Públic de la Llengua Occitana e vosaltres que llegissets, escoltats e sostenets el diari, el magazine de la cultura en occità. Si vos agrada, si ne volets mai, vos podets abonar ludiari.com. Merci pla!